Bonsoir. Donc, merci Jérémy pour le disclaimer d'avocat. Effectivement, c'est pas, on est dans une phase d'évangélisation technique sur nos sujets, donc on n'est pas là pour chiller le projet spécialement, mais pour expliquer des choses sur le- l'introduction, façon de faire et un peu de technique. Pendant la présentation, on essaye de pas trop l'être, et puis après, on peut entendre toutes les questions de fous furieux techniques. On est preneur, voire même des critiques violentes. Il n'y a pas de souci, on a l'habitude. Voilà. Ouais, donc MyDID, ex-XSL Labs, une ICO en 2021. Euh, on a fait la période de crowdfunding. Enfin, j'avais pas rejoint encore le projet en 2021. Et quand la levée de fonds s'est terminée, on avait, avec moi et Imad Elaouni, on était intervenu sur le white paper et leur donner des conseils sur des futures implémentations. Et comme on était entre deux projets, on en a profité ensemble pour discuter éventuellement si vous ne pouvez pas rejoindre le projet à plein temps. Et puis ça s'est fait comme ça. Voilà. Depuis 2022, on a créé une boîte en Suisse. Pourquoi la Suisse? En fait, en France, c'est un peu compliqué. L'environnement au sujet des cryptos au sens large, il varie tous les 6 mois selon ce que raconte un politique ou ce qu'on a raconté dernièrement un politique qui répète le truc négatif au positif. Donc c'est compliqué. Ça permet aussi d'être un peu au cœur de l'Europe sans avoir l'épée de Damoclès, notamment de tout ce qui est MiCA 2 et sujets européens trop présents. Et instant promotion pour Neuchâtel, c'est un canton qui accueille des projets qui ne sont pas aussi on va dire, ils filtrent plus. Voilà, j'essaye de trouver ça de manière diplomatique. Ils filtrent plus qu'un canton de Zoug, par exemple. La Suisse a un rapport plus pour accueillir et voir ce qui se passe avant d'interdire. Donc le Neuchâtel est plus dans une optique de venir après Zoug et d'accepter des projets qui font sens. Et avec un accueil politique local qu'on peut. Mais on a aucune idée de ce que c'est qu'en France. On travaille avec des gens qui, dans le gouvernement, savent ce que c'est que des tokens, une ICO, une blockchain. Enfin, voilà, c'est un régal, en tout cas. Donc, le sujet de fond, c'est l'identité numérique à la mode Web3, donc décentralisée. Nous, on part du principe que c'est pas un sujet qui est nouveau. On arrive à un moment, on a besoin d'outils. Pour ceux qui sont un peu des vieux de l'écosystème crypto, pendant très longtemps, on avait des wallets qui n'étaient pas à la hauteur, et puis on faisait des bêtises, et puis on perdait même, on perdait même des bitcoins rien qu'à mal utiliser des wallets. Donc dans l'identité, c'est moins sensible dans le sens que c'est pas des actifs financiers, mais c'est quand même très sensible parce qu'on parle quand même d'identité, de profil et de données personnelles. Donc l'idée c'est que nous on fournisse des briques et notamment un wallet qui est facile d'utilisation. Et au-delà de ça, je vais expliquer qu'il y a un peu différents clients et utilisateurs quand on travaille sur des sujets d'identité, mais on travaille aussi sur proposer des services pour des entreprises qui veulent rejoindre l'écosystème. Je ne vais pas trop parler du targeted advertisement maintenant, sinon ça va me prendre beaucoup de temps. Je ne vais pas rentrer dans tous les cas d'utilisation. J'avais écrit une petite récap sur ça pour un édito de 21 millions. Et on peut retrouver auprès du W3C la documentation de tous les sujets qui sont potentiellement impactés par l'identité décentralisée. La plupart du temps, vous verrez des sujets autour de l'éducation. Parce qu'on pense tout de suite, typiquement BC Diploma attaquer ce sujet via ce prisme parce que ça parle tout de suite, c'est la confiance d'un diplôme qu'on doit recevoir et présenter. Mais c'est un sujet qui est transversal et qui implique tous les sujets, de la santé, de tout ce qui est le droit, la finance, le supply chain. J'expliquerai qu'éventuellement il y a des sujets où les NFT peuvent faire sens parce que quand on parle de tracer des objets, c'est pas la même chose que de tracer les humains. Et éventuellement des ventes. J'ai cliqué sur un truc qu'il ne fallait pas. Juste pour dire que en fait là on bosse sur un wallet où il y a déjà des gestions de l'identité, des credentials, on va voir ce que c'est,
des badges et des systèmes d'authentification sécurisés. En fait, on est parti. C'est un sujet qui est relativement agnostique et qui commence à être standardisé. Donc, dans l'absolu, on devrait pouvoir à terme avoir de l'interopérabilité. C'est-à-dire, vous avez une identité ou des attestations qui sont liées à votre profil. Vous devriez pouvoir l'utiliser sur différents wallets. Un peu comme quand vous avez des cryptos sur différents wallets. Voilà, vous pourriez retrouver des choses comme ça. Et donc, du coup, les identités pourraient être portées par plusieurs chaînes. Donc, nous, on a fait un premier test sur la Binance Smart Chain dès le début parce que c'était une chaîne pas chère, mais en fait la base du smart contract qu'on utilise c'est le VM, ça pourrait être sur n'importe quoi. Et on va gérer des profils publics sur Bitcoin et on va aussi gérer une autre chaîne en exemple qui est un layer 2 qui s'appelle Polygon ID parce qu'ils ont aussi une solution intéressante de ce côté-là. Donc en fait le but c'est d'être multi-chaîne à terme. Le browser extension on est en train de, faudrait que je mette à jour ce slide, on est en train de le quitter. Pour ceux qui connaissent, on est en train de migrer vers Wallet Connect, qui est, il y a quelques temps c'était marginal, maintenant vous l'avez vu un petit peu, c'est-à-dire que plutôt que de passer par un appel Web3 qui fait appel à votre MetaMask, vous avez un QR code à scanner, et donc du coup c'est parlant pour nous qui avons des applications mobiles. On fait des démos de signature numérique utilisant des identités numériques. Mais je ne le ferai pas ce soir. Voilà, si le sujet vous intéresse sur les services de dématérialisation et de signature, on peut en discuter. Et une fois que vous avez une identité, on peut aussi réfléchir à des solutions de chiffrement point à point pour certains échanges. Voilà. Juste un petit mot sur le côté Web3, parce qu'il y a un mélange de vrais sujets et de sujets bullshit, comme beaucoup de sujets autour des cryptos et de la blockchain. On va dire quand même que ça s'inscrit vraiment dans cette mouvance Web3 qui est de recentraliser, enfin décentraliser on va dire la solution, mais la recentraliser autour de l'utilisateur. Voilà, recentrer. Voilà. Donc voilà, en fait l'idée c'est qu'on donne plus de responsabilités à l'utilisateur et donc on lui confie plus d'infos et de données le concernant directement chez lui plutôt que de le mettre sur des tiers de confiance. Ah, c'est bien, tu as prévu que j'allais faire une bêtise. Juste aussi pour pour pré-shot ou en guise de défense. Là, il y a... Ouais. Il y a beaucoup de gens qui en ce moment m'envoient le truc de WorldCoin de Sam Altman, le gars qui fait OpenAI. Il a aussi un projet qui ressemble à une mauvaise blague où en fait il y a une espèce de sphère dans laquelle les gens approchent leur œil pour qu'on capture leur iris et ça va être ça l'identité décentralisée, etc. En fait il y a plein de moyens d'imaginer des futurs très sombres et complètement dystopiques. Moi je suis fan de SF post-apo et de récits dystopiques, donc je vois très bien comment on peut faire 1984 avec de l'identité numérique décentralisée. Ce qu'il faut voir c'est que les gens qui bossent là-dessus, notamment Christopher Allen qui est le co-inventeur de SSL TLS et un grand cryptographe et un gars qui est sur un nombre de projets incalculable, fait partie des gens qui très tôt ont dit on voit qu'on peut faire de la merde avec de l'identité décentralisée, donc on va s'assurer que les gens qui veulent vraiment bosser sur le sujet convenablement, on leur file un guideline, donc des choses à faire. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez lire. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment des notions de transparence, de consentement, quand une info est attachée à une identité, et on va y revenir avec le sujet des NFT, c'est pas le cas, en fait, on consent de recevoir une info qui est attachée à son identité. Donc en gros, voilà, bosser sur l'interopérabilité, donc en gros que ce soit compatible, les solutions soient compatibles entre elles, ça va même assez loin dans l'idée qu'il ne faut pas résoudre les gens que à leur identité numérique décentralisée, qu'il faut prévoir des solutions pour pas que ce soit obligatoire. Il faut qu'il y ait une notion de contrôle, que l'accès soit le plus permanent possible, qu'on ait à partager en tant qu'utilisateur des informations sur soi-même que le strictement nécessaire. Voilà, tout un tas de sujets. En fait, concrètement, déjà pour critiquer les solutions d'identité qui sont déjà centralisées, en fait, on a un risque de se retrouver avec des identités qui sont confiées à des acteurs centraux qui peuvent se faire hacker. Donc, les gens qui surveillent les news dans ce domaine en cybersécu, régulièrement, on a accès à des bases de données. Et si vous surveillez certains forums, vous voyez aussi que vous pouvez acheter des bases de données d'utilisateurs. Donc, c'est assez effrayant.
on se retrouve à utiliser des systèmes d'authentification qui ne sont pas basés sur l'identité. Donc en général, ça se retrouve avec du username ou du password. Et on se retrouve avec des points de vulnérabilité. En général, les seconds facteurs qu'on utilise ne sont pas bons. Donc en gros, je vous le rappelle, et on pourra en discuter après, si vous utilisez des choses comme le TOTP ou Google Authenticator pour vos logins, passez aux clés de sécurité FIDO, YubiKey, parce que c'est vraiment, ça se contourne. Donc les codes par SMS, voilà, tout ça c'est foireux. Et donc quand on a de l'identité décentralisée, on utilise du challenge response avec de la signature numérique. On fait des choses qui sont pas vulnérables comme ça. Puisqu'on n'a pas un moyen d'interagir avec ces données et à les renvoyer, on se retrouve aussi à remplir plein de fois des formulaires avec toujours les mêmes informations. Et quand on perd ces credentials qui sont liés à un groupe centralisé, on est un peu embêté. Voilà. Et les process de recovery, souvent les gens disent on s'en sert, parce qu'en dernier recours, ils ont l'idée que par exemple ils ont un compte Gmail qui est attaché à peu près à tous leurs comptes. Et ils n'imaginent pas le cas où par exemple ils perdent l'accès à leur compte Gmail, ce qui arrive assez régulièrement aussi. Donc le but en fait quand on a de l'identité décentralisée, c'est à la fin d'avoir une sorte de service public unstoppable, un peu comme avec Bitcoin on a une espèce de service financier qui est inarrêtable. D'avoir une authentification secure, donc on oublie la gestion des mots de passe, même des seconds facteurs. Ça permet de refournir à des gens qui le demandent des informations personnelles pour éviter justement d'avoir remplir des formulaires pour la énième fois. On a moins de risques côté vie privée. On a des credentials, donc en français des attestations, des informations qui concernent notre profil qui sont persistantes dans le temps. Et on peut imaginer plusieurs principes de recovery, voilà, qui passent seulement les 12 mots. Vous avez peut-être entendu parler du social recovery. Si les gens ont peut-être entendu parler de l'abstraction, le RC 4337, qui permet d'abstraire les transactions. Donc en gros, on pourrait imaginer qu'on confie une partie de ces clés à des gens de confiance qui, si jamais on perd l'accès aux clés, sont ressollicités à ce moment-là pour reconstruire son identité ou son accès à ces cryptos. Et donc l'idée, c'est qu'à la fin, on ait des utilisateurs qui ont davantage contrôle sur leur identité, qui peuvent obtenir des attestations qui sont rattachées à leur identité et on ne vous crée pas une identité à chaque fois vous avez besoin d'obtenir une information vérifiée. Et que toutes ces données soient stockées en local dans votre wallet. Donc du coup, comme ça, vous pouvez choisir ce que vous partagez selon vos besoins et pas laisser l'accès par défaut à ces informations. Donc le consentement il est plus transparent et vous pouvez aussi avoir un historique du consentement que vous avez donné. Donc en gros d'avoir un endroit où j'ai fourni telle info à tel service, etc. Ce qui est très compliqué actuellement. Si jamais je vous demande où traînent vos informations personnelles, c'est pas évident d'en faire la démo. Donc je vais essayer de faire une démo en live sans que ça foire. Tu sais ce que tu vas faire, tu vas parler. Il fallait pas dire ça. Donc il parle de wallet parce qu'en fait l'idée générale derrière ça, c'est que à l'image un peu des wallets crypto qu'on connaît de tout un chacun, je pense. Là c'est la même idée. On garde pas en fait nos cryptos dans notre wallet. C'est simplement pour pouvoir accéder à nos cryptos. Et là c'est la même idée. En fait c'est une succession de clés. Donc on a une liste de clés dont on dispose grâce à notre wallet qu'on ne conserve que nous, que seuls nous-mêmes connaissons. Et donc c'est la même idée que sur un wallet crypto, là où nos clés vont nous permettre de pouvoir accéder à nos portefeuilles crypto, et bien là nos clés nous permettent d'accéder en fait à nos credentials. Et les credentials, c'est quoi en identité décentralisée? C'est l'équivalent de ce qu'on appelle les données personnelles. Donc en fait les données personnelles, donc les données personnelles numériques qu'on laisse chaque jour sur tous les services qu'on utilise web, là en fait l'idée c'est qu'elles vont être présentées donc sous forme de verifiable credential, donc des crédits vérifiables. Et en fait, ces crédits vérifiables, donc ils représentent une donnée personnelle. Et en fait, quand on peut pouvoir présenter ces données personnelles, on ne présente pas le crédit vérifiable lui-même. Il va vous expliquer dans un instant pourquoi. Mais on présente une présentation vérifiable, ce qu'on appelle une verifiable presentation, qui peut contenir 1, 2, 3, 4, une infinité de verifiable credentials, donc une infinité de données personnelles en fonction du service utilisé. Voilà. Et donc on dispose
on bénéficie même de tous les aspects positifs et de sécurité en termes de privacy et compagnie qui sont liés donc à la possession d'un wallet personnel. Voilà. C'est parfait pour meubler le temps que je me prépare, c'est nickel. On le refera ça. Ouais, donc en fait là, ça mirror mon téléphone qui a l'application MyDID. Là, évidemment, je vais parler un petit peu de notre wallet. On a quelques originalités, mais la plupart des wallets fonctionnent un peu de la même manière. Donc, voilà, l'idée, c'est de montrer aussi des principes communs. Donc, je vous fais pas le process de création qui est très simple. En fait, vous lancez l'appli, vous donnez un mail en fait pour recevoir votre première attestation vérifiable. Comme quoi, nous, on a vérifié votre mail et du coup, ça vient dans vos informations vérifiables. Donc là, voilà, par exemple, c'est des exemples de verifiable credential. En gros, c'est des informations qui ont été vérifiées par un acteur. Donc en gros, c'est ça. Donc c'est de la même manière que pour un wallet crypto, ça se fait sans permission et vous avez donc un ensemble de paires de clés qui vont être créées à la volée selon vos besoins. Alors pour ceux qui connaissent, c'est le principe des BIP 32 et BIP 39, c'est-à-dire avoir toute une série d'adresses qui sont générées et dérivées d'une seed que vous pouvez backuper avec 12 mots. Ouais. Donc vous avez un wallet aussi standard. Alors pour l'instant, on l'a un peu planqué parce qu'on ne veut pas spécialement que les gens se posent des questions sur les wallets, etc. C'est que c'est connu par les gens qui ont fait partie de l'ICO parce qu'ils peuvent stacker à partir de là. Donc l'idée c'est que on a un wallet, ça nous crée un premier DID. Alors DID c'est Decentralized Identifier, c'est même pas identité, hein, en fait c'est un standard qui permet de se mettre d'accord sur des façons, des méthodes de résoudre des identifiants. Donc en général c'est un peu comme un URI, enfin une URL, vous avez DID, deux points, une méthode et puis un identifiant, un peu comme une adresse crypto. C'est un endroit du coup où globalement en fait ce que vous allez accumuler c'est des badges et des credentials. Je vais pas rentrer dans le détail, mais disons que nous on travaillait sur tout en disant que je vais pas le faire, je vais le faire, super. On travaillait sur le support des open badges qui sont des credentials qui viennent un petit peu plus du domaine de l'éducation avant que ça soit des standards un W3C credential. Il faut pas faire ça d'un point de vue privé, utiliser son téléphone pour faire des démos, c'est nul. Oui, donc en fait c'était un standard pour dans l'éducation recevoir des preuves qu'on a passé une formation, un atelier, et il y avait des gens qui commençaient à l'utiliser aussi pour faire des recommandations entre personnes. Donc ça s'appelait les Open Badge. C'était poussé à l'origine par la Mozilla Foundation. Ça a été repris par des géants américains de l'éducation. C'est un peu le risque en ce moment, c'est qu'on privatise trop des sujets liés à l'éducation. Et vous avez peut-être vu ça avec des liens, par exemple sur des profils LinkedIn ou des choses comme ça. Vous cliquez, puis vous arrivez sur un site qui dit oui, ils ont bien fait voilà. C'était pas un vrai standard, parce que c'était poussé par la Mozilla Foundation, ça a été repris. Et on avait fait un wallet qui gérait les verifiable credentials, donc qui sont un standard poussé par le W3C. Alors, pour les vieux du web, ça vous parle normalement. W3C, c'est un organisme international qui pousse les standards du web. Et les Open Badge, c'était pas le cas. Et cette année, en fait, ils se sont rendus compte que c'était assez inévitable. Et les Open Badge V3 sont en fait sont devenus des verifiable credentials. Donc en gros, même l'ancien monde qui était plus lié à l'éducation et la reconnaissance de compétences aussi s'oriente vers ce standard. Et il y a un côté peer-to-peer. D'ailleurs, c'est le truc qu'on va mettre en avant. Donc là, moi, j'ai déjà des badges. Je ne vous fais pas la démo de l'admin, sinon on ne parle pas. Mais en gros, moi, en tant qu'utilisateur, j'ai des badges qui correspondent à des choses qui peuvent s'échanger entre utilisateurs. J'ai aussi un badge un peu particulier qui certifie que je fais partie de la team MyDID qui m'a été donné par l'entreprise MyDID. En gros, en général, vous voyez, c'est assez visuel. On a les portefeuilles d'identité, c'est vraiment un petit peu dans l'idée qu'on a... Alors ça peut être présenté sous la forme de badge ou de carte pour certains autres wallets, mais l'idée c'est, voilà, on collectionne des choses, et on peut faire ça sans NFT, ni PWAP, ni rien. Et il y en a certains qui sont liés en fait à des droits qui sont réservés à des entreprises, et il y en a d'autres qu'on peut s'échanger entre personnes. Donc là, on va faire une petite démo si ça marche. Pour que tu reçoives toi un badge. On va le faire dans les deux sens comme ça là, avec l'écran partagé, les gens vont voir les deux versions.
Donc moi je vais te dire que je veux donner un badge. Je vais faire comme si t'étais pas, Je pourrais lui demander à distance, mais on va le faire en live là, ça va être bien. Donc tu mets recevoir toi. Donc voilà, donc moi là j'ai scanné son DID, donc vous voyez que c'est son identifiant. Voilà. Donc là je vais choisir, je vais dire que tu es supporter, tu vois. Et puis je vais faire un truc à Lyon. Bon, ça rien, peu importe, sans faute. Et donc je vais, donc ça pareil, si je clique sur cherche pour lui envoyer par mail ou à distance. Alors pour info, c'est des QR codes animés, c'est un standard qu'on commence à voir. Et un des gars qui a bossé là-dessus, c'est encore Christopher Allen, donc il est vraiment partout. Donc voilà, vous ne voyez pas cette partie de la démo, mais on va la faire dans l'autre sens. Donc en gros, Bastien scanne son. Donc là, il faut me croire, mais j'ai un badge. Voilà, mais on va le faire dans l'autre sens. Donne-moi un badge qui me va bien. Que j'importe dans mon wallet. Voilà, donc on va faire l'inverse. Je vais me mettre en mode je reçois un badge. Donc là, c'est dans l'autre sens. Donc toi, je vais te mettre NFT Addict. Voilà, NFT Addict, franchement, ça me correspond très bien. Voilà, donc normalement, vous voyez, je scanne ce fameux QR code animé. Donc voilà, donc là, j'ai mon visuel. Je vais réexpliquer tout à l'heure, mais on voit bien qu'il est off-chain, donc il n'y a pas de trace on-chain. La date, et puis le personnel note a mis kiff. Et puis, comme on t'a partagé ton pseudo avec ton QR code, je sais que c'est Bastien qui me l'a donné. Donc, je l'importe. Et donc, voilà, il se rajoute à ma liste en haut. Et je vois que ça a été donné. Et puis, voilà, et il peut y avoir des notes personnelles qui ont été ajoutées. Donc là, il y a un petit côté rigolo. Mais si moi, je suis pas Bastien et que je suis par exemple une organisation, je sais pas, une université par exemple, et que je veux lui décerner un diplôme parce que j'ai le role badge qui me permet de pouvoir décerner les diplômes en tant qu'université qui est identifié sur un profil public, et bah là, ça va être un badge pour lui donner l'équivalent d'un diplôme, par exemple. Ouais, et en fait, comme là pour l'instant c'est une info personnelle, si je veux la montrer ou le partager, ben, je peux. On est en train de travailler sur ça pour le faire de différentes manières, mais on a en fait un service web public et avec un code qui est open source qui permet depuis n'importe quel site de voir un badge et de voir par qui il a été donné. Donc là, on voit juste que j'ai reçu un badge comme quoi NFT Addict. Donc en gros, c'est des badges que les gens peuvent s'échanger en pair à pair. C'est issué par un DID qu'on ne connaît pas, parce qu'en fait, c'était pas spécialement utile qu'on ait l'information. Si je reprends par exemple celui que j'ai par la team, et donc il est indiqué là, et si je le monte sur un service web, on verra donc que je l'ai bien reçu depuis l'entreprise MyDID qui elle a un profil public. Donc on va rentrer un petit peu là-dedans. Oui, je vais faire une petite démo pour expliquer un petit peu comment on interagit avec des services web. Alors, j'espère que la connexion net fonctionne bien, sinon ça va foirer. Donc là, la démonstration, c'est juste pour montrer quand on a une identité comment on peut interagir avec des services web. Donc c'est un petit code open source là, qu'on a rendu pour expliquer ça. Donc moi, oui, mais si je fais pas ça bien, ça va pas être compréhensible. Voilà, hop. Donc là, j'ai mon wallet à gauche. Je scanne, je choisis de alors c'est comme un service web. On peut s'enregistrer et puis s'authentifier une fois qu'on est enregistré. Donc on va commencer par. Ouais. Par contre, il faut que j'appuie sur le bouton, sinon ça marche pas. Donc je crois, on va voir. Peut-être que je suis déjà enregistré. Bon, peu importe. On va tester. Donc là, en fait, je scanne le QR code, ce qui me dit que il y a le site. Donc en fait, en haut, vous voyez API démo XSL Labs. C'est un des derniers trucs sur XSL Labs. En fait, donc je suis informé qu'il y a ce site-là qui me demande une information d'email pour m'enregistrer. Si j'ai plusieurs credentials d'email, je peux le choisir, donc j'ai pas besoin de le retaper. Et en plus, je vais informer le site que cette information me concernant est vérifiable. Donc c'est la notion de credential vérifiable, donc verifiable credential, ou en français attestation vérifiable. Donc je share l'info. Voilà, le site réagit. Là, il y a une petite suite à la démo, je ne vais pas rentrer, mais en fait on peut demander un ticket pour faire du ticketing derrière. Enfin, c'est un sujet qui est très très vaste, l'identité, donc il y a plein de use cases. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée de comment on s'enregistre. Donc là, le site, il m'a demandé
il pourrait en fait me le demander à la volée à chaque fois. Bon, là c'est un exemple assez standard, donc les gens, le service garde l'information. Il faut que j'apprenne à cliquer avec une souris. Voilà. Et là je fais juste l'authentification. Donc on voit là par exemple que le wallet me dit, il demande juste à signer un message, donc pas redonner des informations. Et là, il me dit, voilà, il m'a reconnu puisqu'il a conservé les informations. Voilà. Dans l'absolu, tous les services web, alors pour les gens qui viennent un peu de la cybersécu, il y a une espèce de Graal qui est recherché, que le accountless. C'est en gros, quand vous arrivez sur un service d'entreprise, par exemple, vous venez avec vos credentials et quand vous repartez, vous n'avez pas besoin de créer un compte. Vous avez prouvé que vous faisiez partie de l'entreprise, que vous aviez tel rôle, et donc en gros, on fournit juste dans la gestion des accès côté admin que ces accès sont à un tel rôle. Et en fait, c'est compliqué de le faire actuellement parce qu'il faut présenter plein d'informations et on ne peut pas le faire facilement. Et notamment, donc, un des espoirs, c'est l'identité décentralisée et des credentials qui peuvent être donnés comme ça à la volée sans être retapés et facilement. Parce qu'en fait, vous voyez que que je m'authentifie ou que je m'enregistre, c'est le même principe. Voilà. Donc voilà, et ce qui était très important dans les démos, c'est les notions de consentement. C'est-à-dire que le wallet m'a bien expliqué quel service cherchait à avoir quelle info et si j'acceptais de le partager. Ou non. Voilà. Ouais, donc, pas rentrer dans le détail des détails, mais en gros, pour vous dire un peu comment ça fonctionne, l'idée c'est qu'on fournisse à l'utilisateur en fait des clés qui sont gérées plus facilement de manière transparente avec un mobile wallet, qu'on ait des issuers ou en français des émetteurs qui puissent leur donner des informations. Donc l'exemple tarte à la crème, là, c'est les diplômes, mais ça peut être tout autre chose hors éducation. Ça peut être, comme je vous dis, le fait que vous êtes je sais pas, un technicien de telle entreprise. En fait, les sujets sont très vastes. En fait, l'issuer en lui-même, il laisse des traces on-chain concernant son profil et éventuellement quand il peut laisser une trace de l'horodatage d'un credential qui est donné. Et vous, en fait, si vous êtes en interaction avec des gens qui vous redemandent ces informations-là, en fait, vous les représentez. C'est pour ça qu'en fait, on parle de verifiable credential et de verifiable presentation. Donc en gros, quand vous avez une information qui est vérifiable, que vous le recevez, vous le mettez dans votre wallet, et quand quelqu'un vous le demande, vous le présentez sous la forme de verifiable presentation. Et à l'intérieur des verifiable presentation, il y a le credential. Je sais pas, ou les credentials. Tu fais bien de le dire, faudrait qu'on dise. Bon, en gros, pareil, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais les attestations vérifiables, c'est une donnée qui vous concerne, qui est signée par un acteur, donc l'émetteur, que vous mettez dans votre wallet, et vous, quand vous le présentez à quelqu'un qui vous le demande, vous prenez cette attestation vérifiable et vous la re-signez. Ça vous permet, en fait, parce que si vous faisiez pas de présentation vérifiable, si vous ne le re-signez pas, en fait, quelqu'un pourrait choper votre attestation vérifiable et puis se faire passer pour vous. Il faudrait juste prendre ça et puis la représenter. Mais vous faites plus que ça. Quand vous la présentez, vous dites, vous voyez par exemple, MyDID a vérifié que c'était bien mon mail, donc il me l'a envoyé à tel DID. Et quand vous me la demandez, moi, je vous redonne cette info et je vous la re-signe avec la clé qui est liée au DID. En gros, je vous prouve bien que je suis la personne qui a reçu ces credentials et je vous la redonne à vous dans votre contexte. Je ne rentre pas dans le détail, mais on rajoute en général un challenge à ça de manière à ce que justement ce ne soit pas rejouable en termes de cybersécu, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas la réutiliser. Donc les choses importantes à retenir, c'est que là où il y a des informations on-chain, parce qu'on parle Web3, utilisation de blockchain, et en fait on est un secteur, on se bat sur l'idée que la blockchain a une trop grande importance. En fait, là où il y a besoin de transparence, c'est concernant les organisations. On a besoin d'avoir des informations qui sont publiques. Donc, en fait, quand vous voulez avoir un DID et on appelle ça un DID document, c'est un profil public dans les systèmes d'identité décentralisés, oui, en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, on-chain, vous pouvez trouver que tel DID, c'est telle entreprise avec telle info de contact, éventuellement un logo, enfin quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu de privacy. Au contraire, vous voulez faire la publicité de quelque chose. Il y a récemment, j'ai eu des gens qui m'ont dit oui, si c'est une entreprise unipersonnelle, il y aura peut-être des discussions sur ça, mais dans le cas générique, ça pose pas de problème.
les détenteurs, donc en fait ceux qui ont un wallet, ils reçoivent l'information et ils n'ont pas besoin de le recevoir parce qu'il y a une trace on-chain. Ils le reçoivent par un service web, par mail, par un message de direct message de messagerie, par un QR code, là, comme on l'a montré en visuel. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une trace on-chain sur le fait qu'il est donné à cette personne. Et la personne l'accumule en local. Quand le credential... On voit ma souris quand je fais ça? Oui. Quand l'organisation qui veut faire la vérification, c'est pareil, on lui envoie par web, par mail, enfin on peut imaginer plein de choses. Donc il n'y a pas besoin de trace on-chain. Le vérificateur, alors pour l'instant c'est assez peu fait, parce qu'on met beaucoup l'accent sur les organisations qui émettent, mais même les vérificateurs, à terme, quand quelqu'un vous demande une information, idéalement ce ne serait pas juste le site web. Il faudrait dire à propos, derrière ce site web, il y a telle organisation qui a tel DID et qui a une entité vérifiable, et donc du coup éventuellement qui est moins scammy qu'un autre, ou qui fait les choses, qui s'engage dans le traitement des données, etc. Donc le Graal total à la fin, c'est quand une entreprise vous donne une info, vous savez qui elle est, ce qu'elle en fait, et éventuellement ce à quoi elle s'engage. Par exemple, dire j'ai besoin de vos données pour une location, dans le temps après la location, je m'en débarrasse. C'est qu'un engagement, mais bon, on pourrait imaginer des chartes comme ça. Donc si vous voulez aussi échanger des credentials entre individus, pareil, vous pouvez vous l'échanger de différentes manières, pas besoin de laisser de traces on-chain. Et donc voilà, jusqu'à maintenant, on se posait la question à quel point on se battait ou pas avec des gens qui faisaient la promotion de l'identité décentralisée à base de NFT. On a fait des démos en interne de SBT, de gestion de PWAP, etc. Et on s'est rendu compte qu'on est à un point maintenant où on n'est pas les seuls. En fait, dans des réunions de gens qui bossent sur l'identité décentralisée, les gens disent on nous bassine un peu trop avec les SBT, ça serait bien d'expliquer pourquoi ça fait 15 ans qu'on se décarcasse à réfléchir à faire ça autrement, et que ce n'est pas l'avenue des NFT qui est en train de changer la donne. Donc j'explique un petit peu les dangers de penser NFT pour les sujets d'identité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les SBT, c'est les Soulbound Tokens, c'est juste des NFT qu'on ne peut pas transférer. Enfin, la seule chose qu'on peut faire en tant que quelqu'un qui l'a, c'est le brûler. Et celui qui vous l'envoie, alors ça se discute, des fois c'est pas le cas, mais celui qui vous l'envoie éventuellement peut vous le retirer. Voilà. Donc c'est un NFT avec des fonctions en moins. Bon, déjà, pour les gens qui chilleraient trop les SBT, en disant que on peut vous les retirer, on peut les brûler, il ne faut pas oublier que ce que vous faites des NFT, même quand vous les bougez, il y a la trace que vous l'avez eu. Donc même si vous le brûlez, parce que vous n'en voulez pas, on se souvient que cette adresse qui a reçu ce NFT, oui, on sait que vous l'avez reçu, même si vous décidez de le brûler. L'idée des SBT est venue en fait, c'est Vitalik qui a fait un article, je sais pas ce qu'il avait pris ce soir-là, mais et en fait il avait regardé les PWAP et visiblement il n'avait pas trouvé ça assez mauvais. Il a voulu rajouter une sauce par-dessus et donc il l'a rendu encore pire, et c'est qu'on est arrivé au Soulbound Token. En fait, on a un problème de fond déjà quand on parle d'identité et d'informations qu'on reçoit. Un NFT, vous ne choisissez pas de recevoir un NFT. Je suis sûr, si les gens qui ont des NFT ici et qui ont un compte sur OpenSea, vous avez dû remarquer que vous avez une section hidden, en gros, avec des tonnes de merde que vous avez reçues en NFT, et éventuellement vous recevez des NFT et vous vous posez la question, est-ce que c'est un drop legit ou pas, etc. Donc en plus, c'est un moyen de recevoir tout un tas d'informations dont on ne veut pas et qui est associé à son adresse de manière publique. Donc déjà, le problème du consentement est important. En gros, on se retrouve à essayer de cacher qu'on ait des fois des NFT pour ne pas recevoir d'autres infos. Le problème, c'est qu'on ne peut pas cacher qu'on a des NFT. Donc tous les gens qui ont des collections, par exemple, des NFT de collection importantes, ils reçoivent des tonnes de scams, de faux airdrops, etc. Voilà. Donc, et on sait que l'hygiène numérique, elle est déjà compliquée dans le monde traditionnel. Hein, dans le monde Web 3, c'est un peu compliqué. C'est comme si je vous demande si vous avez des NFT si vous avez sur beaucoup d'adresses différentes, les gens, oui, MetaMask, on peut cliquer et puis créer une adresse différente, mais en fait, les gens le font très peu. Donc on ne peut pas refuser un NFT, et ça c'est un gros problème côté consentement. Donc quelqu'un peut vous marquer au fer rouge parce qu'il a fait une association entre vous, votre adresse, et puis il envoie un NFT. Et ça c'est un non-maîtrise de la réputation qu'on donne. On peut imaginer, parce que les gens disent ouais, mais dans certains cas ça peut être utile. Ouais, par exemple on fait une compète, ou voilà, nous on fait des tests dans l'univers du jeu. Tu peux dire je veux avoir une réputation, je suis sur plus serveur de jeu, je veux avoir une bonne réputation, et éventuellement j'accepte qu'on me dise des choses de mal sur moi parce que je déconne trop, j'ai trop trollé, ou les gens veulent pouvoir être marqués comme cheater ou des choses comme ça. Mais ok,
Il ne faut pas confondre des use cases bien précis et dans un usage maîtrisé et puis un truc qu'on va chiller pour tous les cas d'usage. Vitalik, de manière surprenante, est allé jusqu'à expliquer que ça pouvait servir pour marquer négativement et faire de la mauvaise réputation. Les gens qui bossent dans l'identité décentralisée se méfient énormément de ça. Ils disent les credentials, les open badges, c'est plus pour marquer des choses positives sur les individus. Accepter d'envoyer des choses négatives, en fait, normalement, puisque vous devriez avoir le plein consentement des informations qui sont associées à votre nom, bah, vous les refusez. Voilà. Et donc, ce n'est pas forcément le cas. Et dans une conversation, il a dit ouais, ça pourrait être utile, même certaines adresses, s'ils ont des problèmes avec des non-remboursements, des choses comme ça, ils pourraient être marqués en une sorte de crédit social. Bah non, franchement, c'est surprenant qu'ils parlent de ça. Enfin, personne ne veut ça. Sinon, on va se retrouver justement à expliquer qu'on ne fait pas partie des gens qui bossent sur des sujets à la crédit social chinoise. Justement, on évite d'aller vers ces trucs-là. Il y a des use cases des problèmes qui sont déjà arrivés. En termes de, moi, je sais que par exemple un tel, il a telle adresse, il a tel NFT. Bah, rien n'empêche d'envoyer un NFT avec une image, son nom, son adresse, et puis ça va rester. Parce qu'en fait, vous aurez la trace que ce NFT il a été associé. En général, c'est sur IPFS ou Airweave, donc on va retrouver la trace du NFT. Donc on saura que la personne, en fait, on peut doxer les gens comme ça. Donc il y a des gens qui commencent à dire, si ça arrive, il faut qu'on se prédoxe avec des fausses informations pour se prémunir de ça. Enfin, ça devient absurde, quoi. On peut se retrouver avec des adresses bloquées. Y a un gars pour troller, il a fait ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que Tornado Cash. C'était c'était une mixime sur Ethereum. Oui, c'est utilisé par des gens peu recommandables, mais c'est utilisé par des gens qui tiennent à leur privacy. En fait, ce mixeur, il a été mis en avant dans les actualités. Le développeur a été mis en prison. Et en fait, il y a pour dire l'absurdité d'essayer de blacklister les gens qui sont sortis de Tornado Cash, il y a quelqu'un qui a dit ah ouais, bah moi je vais prendre des noms des adresses de gens connus, je vais mettre un peu d'argent sur Tornado Cash et je vais les mettre en adresse de sortie, de manière à ce que les gens qui reçoivent des fonds se retrouvent blacklistés sur les exchanges ou en réputation, etc. Donc c'est pareil, vous ne pouvez vous retrouver associé involontairement sur blacklisté avec un problème de réputation. Les utilisateurs qui veulent brûler un NFT, alors là c'était un SBT, même si vous dites bon déjà ce NFT je l'aime pas. En fait moi j'ai fait une recommandation aux gens qui reçoivent des NFT de spam, etc. Ils disent est-ce que je peux le détruire? Vous y touchez pas, vous le cachez mais vous y touchez pas, parce qu'en général les gens font des bêtises. Si vous voulez le brûler, si c'est un SBT vous avez le droit de le brûler, en fait vous allez poser la question, ah ouais il faut que je fasse une transaction. Donc sur cette adresse, si vous n'avez pas les fonds, il va falloir que vous remettiez des fonds. Donc vous remettez les fonds à partir d'où? Et vous avez posé la question, d'une autre adresse. Alors si je veux pas que les gens fassent le lien, c'est embêtant parce que j'ai pas forcément d'autres adresses sous la main. Je vais le faire depuis un exchange. Mais du coup, en fait, les adresses de sortie d'exchange sont connues. Donc en fait, vous allez donner l'information que vous avez un compte sur un exchange, ce que vous n'avez pas forcément envie de faire. Voilà. Donc même pour brûler un SBT, vous pouvez vous retrouver à donner des informations inutiles vous concernant. Donc on peut faire le lien avec des cryptos, mais de manière générale, en fait, même quand les gens qui reçoivent des NFT, mais il y a de plus en plus d'outils maintenant pour vous fournissez une adresse et ils vous donnent pas seulement si vous avez une NFT, ils vous disent si cette adresse elle a des cryptos sur sur différentes chaînes, etc. Et en fait, les gens, pareil, n'ont pas une bonne hygiène en termes de sécurité et ils mélangent NFT, avoir crypto, sortie d'exchange, voilà. Et il y a des gens qui sont spécialisés. Moi, je viens de l'univers de la cybersécu. On a une spécialisation qui s'appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence. C'est en fait utiliser des sources qui sont disponibles et publiques pour enquêter sur des gens. Alors, ça peut être pour débunker un truc, ça peut être pour essayer de retrouver un criminel, ça peut être pour se renseigner sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et en fait, sans se rendre compte, on ne se rend pas compte, mais cet univers des traces publiques NFT, c'est un bonheur. Pour les gens qui font ça, moi je me suis un petit peu amusé, mais j'ai des gens dont c'est le métier. En fait, c'est un bonheur. Vous pouvez deviner les informations qu'il y a derrière des adresses, leur fortune. Et en fait, les gens font des erreurs qui amplifient le problème. Donc, par exemple, il y a eu la mode de prendre des noms réservés en ENS. Là. Les gens se vantent d'avoir un point ETH. C'est pas mal. Mais si vous prenez quelque chose qui vous refait, par exemple, un nom que vous aimez bien,
qui a déjà une existence depuis des années sur le web, bah, les gens vont dire ah ok, j'ai fait le lien avec telle adresse, ah c'est tel pseudo, ah il a plein de comptes par ailleurs, et là bah voilà, vous avez votre ancienne vie du web 2 qui va être attachée à votre nouvelle vie du web 3, ce que vous voulez pas forcément. Un cas réel, bah vous pouvez par exemple être informé que quelqu'un a été victime d'un hack. Parce que dans les infos auxquelles vous pouvez arriver, c'est de dire ok, bah, ce gars, il y a un NFT, tiens, il y a un CEF transfert qui est bizarre, je me renseigne sur les autres adresses, il y a des plaintes. Donc en fait, vous pouvez deviner que quelqu'un, par exemple, s'est fait hacker. C'est pas une information que vous avez envie de forcément donner sur vous. Et donc je dis ouais, il y a plein de moyens de rebondir sur des infos. Là par exemple il y a eu cette mode de montrer à Twitter que vous avez tel NFT. Et donc du coup comme c'est pour avoir des petits, je sais pas si vous connaissez le truc, pour avoir un petit truc en losange, voilà, un hexagone sur Twitter, bah, c'est pareil. Donc du coup si vous avez ça et que vous faites du reverse sur les images, vous pouvez retrouver des comptes de réseaux sociaux et puis voilà, donc c'est sans fin. J'ai quelques slides sur ça, mais on va faire très vite. Mais les gens ne connaissent pas forcément les capacités d'analyse professionnelles et services qu'on a à disposition quand on est professionnel. Et en fait, Score Change, Analysis ou des choses comme ça permettent à partir d'une adresse d'avoir des analyses très fines. C'est-à-dire que c'est pas vous dans votre coin, vous devinez que telle adresse c'est des adresses de sortie d'exchange, que ça c'est des adresses qui sont liées à l'univers du jeu, etc. Donc en fait, vous rentrez sur ces outils, vous rentrez. C'est ce que font les gens quand vous passez un KYC, un AML crypto. En fait, on rentre ces adresses là-dedans et on a une info, par exemple, pour savoir si vous avez un ou deux hops en fait, dans les transactions qui sont proches de votre adresse, des services de jeu en ligne, parce qu'il y en a dans certains pays, c'est illégal. Si vous avez fait appel à des services pour adultes, si vous avez participé à certains crowdfunding ou même à ICO, voilà, c'est des infos que vous n'avez pas forcément envie d'avoir. Si vous avez beaucoup de valeur et pas le train de vie qui va avec dans la vie réelle, donc il y a peut-être des choses qui ne sont pas déclarées, des choses de cet ordre-là. Et il y a aussi des informations qui ne sont pas forcément... Sur Twitter, on le voit, vous faites une blague, une mauvaise blague qui passait il y a 10 ans et puis maintenant elle passe plus du tout et on vous ressort le vieux tweet et oui, ça, même vous regrettez même maintenant. Voilà. C'est juste pour dire que même une information qui est anodine maintenant, si on l'ajoute à votre profil, voilà. Et sur ces services-là aussi, te permettent de recevoir des alertes. Donc s'il n'y a pas quelque chose qui vous concerne, qui est diabolique maintenant, entre guillemets, on peut juste faire clic, prévenez-moi. Donc du coup, vous faites de l'OSINT sur le temps long, c'est-à-dire sur telle adresse, vous pouvez être informé qu'il y a telle sortie, il y a telles entrées. Voilà, donc on a des moyens d'automatiser maintenant ces services d'information. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, donc là je rentre pas dans le détail, mais c'est pour dire que Chainalysis va très loin, puisque là par exemple c'était un exemple justement qui était lié au blanchiment des hackers nord-coréens. Donc en fait, voilà, c'est juste pour vous dire qu'on a des outils qui permettent d'avoir des visuels automatisés. Donc, en gros, pour échapper à ça, on vous dit mais non, je passe par une ou deux adresses. Tous les trucs auxquels vous pensez à la main, je vous assure, voilà, c'est pas sérieux. On vous trace très facilement sur. Ouais, donc juste pour vous reprendre. Donc ça c'était un petit peu le bashing NFT SBT là qu'on reprend. Donc juste pour vous dire que sur les sujets où justement on va mélanger des informations qui sont parce que les open badges et les credentials, ça sert aussi beaucoup à caractériser des choses positives vous concernant. Donc ça peut être des savoir-être, des savoir-faire, on appelle les hard skills et les soft skills. C'est pareil, c'est des informations que vous aimeriez accumuler et montrer que à des gens au besoin. Si vous avez évolué professionnellement et changé de taf, par exemple vous avez un CV et puis vous l'avez changé, vous l'avez adapté pour répondre à une offre bien précise. Donc voilà, donc c'est le genre de subtilité aussi qu'on peut avoir quand on crée des profils publics à partir d'informations qui nous concernent, qui sont localement disponibles. Je vais passer là-dessus. Juste pour vous parler pour vous indiquer qu'on travaille sur en gros des intégrations qui permettent de faire le lien avec ce nouveau monde et puis l'ancien. Donc par exemple, on a fait un bot Discord qui permet de filtrer les gens qui arrivent sur un Discord. On leur demande de présenter un credential avant d'avoir accès au Discord. Donc ça peut être une système de whitelist. Voilà, on peut éventuellement attribuer des rôles différents. On est en train de bosser là-dessus. Voilà, donc il y a des choses qui sont faites là-dessus.
Il y a le démo d'interaction avec voilà, tout ce qui est service web traditionnel. Dans la notion de wallet, on essaye de réfléchir aussi des cas où même l'application peut être compliquée alors qu'on peut simplifier. Donc on réfléchit aussi à des wallets qui sont des cartes de NFC alors là, le consentement, c'est juste mettre sa carte sur lecteur, mais qui pourrait voilà, porter des informations. Et on fait du low-tech, on travaille avec un laboratoire d'intelligence collective artificielle à Marseille, qui par exemple est très sensible à la valorisation des personnes. En fait, ils ont beaucoup une vocation sociale. Donc par exemple, ils vont prendre des gens qui ont des situations sociales difficiles. Ils veulent leur redonner confiance, donc ils les rassemblent, ils font des ateliers, et puis donc ils leur donnent des badges qui correspondent à la formation de l'atelier, mais en plus des choses qui sont plus de plein de gens ont apprécié que tu avais de l'humour ou que tu avais une capacité d'écoute. En gros, ça permet aussi de redonner confiance à certaines personnes qui n'ont pas eu qui ne peuvent pas se prévaloir d'un diplôme ou alors qui ont un diplôme qui n'est plus à jour, des choses comme ça. Je ne suis pas pro-diplôme à fond, mais c'est juste pour vous dire qu'on peut avoir une valorisation de profil à travers voilà, ce genre de reconnaissance. Voilà, donc ouais, l'enchaînement un peu bizarre, on aurait peut-être pu terminer par les SBT, mais voilà, c'est juste pour vous. J'espère avoir pu vous donner un aperçu du sujet de comment on fait avec des verifiable credentials et puis dans la logique identité décentralisée, où c'est un secteur où on ne parle jamais de NFT, et puis cette mouvance de gens qui viennent avec des NFT, et moi je suis pas anti-NFT, j'en ai, etc. Hein, mais qui du coup, parce qu'ils voient que le monde à travers des NFT, disent on va faire de l'identité avec. Alors pourquoi pas dans certains cas, mais si on va là-dedans, en fait, tout ce vers quoi on ne veut pas aller en termes de capacité de surveillance et de non-consentement, etc., il y a un vrai risque qu'on aille vers ça si on utilise ces technos qui ne sont pas faites ni pensées pour l'identité décentralisée. Voilà. Et donc maintenant, on peut passer aux questions.